l'ensemble du secteur Nord engagé sur une émission Place Tup quartier Nord. Et la solidarité, c'est les grandes tours qu'on voit au fond. C'est une cité sensible. Oui. Trafiquants, caillassage, pression sur les commerçants. De qui? Les jeunes de la cité. Avec ses équipes, le commandant Plaza a repéré un dealer qu'il recherche depuis des semaines. Il y a des gens qui vous ont repéré, là, vous pensez déjà? Tout à fait. Oui? Oui. Pourquoi? Comment vous le savez? Entendez, vous n'entendez pas siffler? Vous entendez? Et c'est quoi ce sifflement? Signale que la police est là. Vous êtes repéré là déjà? Tout à fait. Mais c'était le but. Les gamins qui sifflent sont en effet des guetteurs, des choufs dans le jargon local. Ils ont 13 à 14 ans, payés jusqu'à 80 € la journée pour prévenir les dealers de l'arrivée de la police, ce qui réjouit en fait le commandant Plaza. En provoquant leur fuite précipitée, il peut tranquillement fouiller les cages d'escalier. Ça, c'est de la résine de cannabis. Il y en a un qui en a laissé. Ça veut dire quoi? Qu'ils sont partis en courant? Ils sont partis en courant, certainement, et qu'ils en ont laissé sur place. On va la récupérer. Premier étage dans le local poubelle, nouvelle découverte. Ce que vous avez trouvé? C'est des sachets de conditionnement. Donc, c'est ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui était là en attente. Quoi. Bon, là, ce qu'on pense, c'est qu'en les faisant rentrer, ils sont allés chez leur nourrice. Leur nourrice, c'est quoi? C'est la personne qui les héberge dans l'immeuble, mais pour l'instant, on n'a pas encore identifié. Pour 200 € par semaine, les nourrices acceptent de garder la drogue et de cacher les dealers pendant les descentes de police. Tu veux pas qu'on le fasse pour l'interpelle, je les ai. Je dis quelque chose par-dessus. Si tu veux, oui. Viens ton Stratégie du policier, simuler une arrestation en passant les menottes à l'un de ses hommes. But, faire croire aux dealers que l'opération est terminée. Pendant ce temps, 2 policiers restent cachés à l'intérieur de l'immeuble pour surveiller le retour des trafiquants. Le but de cette opération, c'était uniquement de pouvoir mettre en place notre point de surveillance sans attirer leur attention. Si vous voulez, bon, pour l'instant, on a laissé nos gars, ils n'ont pas été localisés, on a le contact avec eux. Aucun problème. Hein. 1 heure plus tard, l'officier est prévenu qu'une voiture suspecte quitte la cité de la Solidarité. C'est une voiture apparemment de location, bon, elle vient de passer devant nous, mais voilà. C'est une voiture d'acheteur? Oui, ça serait une voiture d'acheteur. Tape là, Patrick. Les policiers soupçonnent ces passagers d'avoir acheté de la drogue dans la cité. On fait toujours des interceptions par derrière, hein, j'ai oublié de vous le dire. Vous me remettez ce que vous venez d'acheter? Vous êtes sûr? Bien sûr, dans le vide-poche. Dans le vide-poche, il a jeté. Qu'est-ce que vous avez jeté dans la vie de poche, monsieur? Alors vous allez me remettre ce que vous venez d'acheter. Qu'est-ce que vous avez jeté? Ah, mais là, attendez. Qu'est-ce que vous venez de jeter? J'ai tué personne. Si on vous dit pas que vous avez tué, je vous pose une question. Répondez. Qu'est-ce que vous venez de jeter? Voilà, je vous écoute. Je vous agresse pas du tout, monsieur. Je me sens. Voilà. Mais vous sentez? Bon. Qu'est-ce que vous venez de jeter dans la vie de poche? Voilà, je viens de poser les barrettes là. Combien vous avez posé de barrettes, monsieur? Je sais pas, vous me demandez, je ne sais rien. On ressemble à agressé. Bah, vous avez payé. Combien vous en avez payé? 200 €, ça fait 20 barrettes. Bah, voilà, mais c'est tout. Répondez à mes questions. Vous les avez achetés où? Là, derrière la clinique. À Solidarité. C'est bien la cité que les policiers surveillent, les acheteurs sont arrêtés. Vous avez monté la grande côte? Le commandant Plaza doit maintenant interpeller les dealers. Albert, on y va. Eh ouais, c'est pour ça que je commence à accélérer. On y arrive. Les policiers restés dans l'immeuble ont arrêté 3 trafiquants appelés les charbonneurs. Lève le pied, lève le pied, lève le pied. Allez, chef, je vais me toucher 10 €, c'est tout. Je vous le jure. Je vous le jure, je vais me toucher 10 €. Dans la panique, ils ont jeté des barrettes de cannabis. Voilà le sac. Il court derrière un mec dehors, hein. Combien ils étaient? Il a été pris, Albert? On a pris derrière la mosquée. C'est bon, parfait. Alors lui, il faut le fouiller, il est une clé. Vous pouvez venir. Combien il a? 400 le mien. 400?
Au moins, il y a 2 fois 500, moi. C'est une grosse prise, là, pour trouver? Par rapport à ce qu'ils vendent, non, c'est rien. C'est une prise de... C'est ce qu'on appelle la prise du charbonneur. Et c'est ce qu'il a sur son... Il doit avoir environ 1 kg, entre 1 kg et 1,5 kg, pas plus. Plus de l'argent. C'est la recette du début d'après-midi. Ça fait combien? Ben, on va le voir. On va le voir. Ça va être une surprise. Dans la cage d'escalier, un acheteur débarque. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Vous voulez quoi, monsieur? Vous voulez acheter? Vous voulez acheter, monsieur? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez acheter? Comment? Plus maintenant? Bon. Il n'y a qu'à le laisser partir. Je crois que vous pouvez y aller, monsieur. Le magasin est fermé. Allez! Attends, on prévient les chauffeurs. On sécurise la sortie, vous foncez au véhicule. Allez, on y va. Allez. Les policiers prennent toutes les précautions pour quitter la cité. On sort. Allez, vas-y. Allez, vas-y, on quitte. Ils ont déjà reçu des pierres ou des boules de pétanque. Allez, tu charges une voiture prête à partir. N'importe laquelle, allez. Allez, vas-y, vas-y. C'est bon? Allez. Les 3 délinquants présumés 17, 20 et 21 ans sont amenés au commissariat pour y être interrogés. C'est honnête. Il doit avoir 1,5 kg. 1 kg, 1,5 kg. Il a 400, il y en a qui a 400 € sur lui aussi. Dès qu'il commençait au début de sa vente, parce qu'il a quand même beaucoup de produits et peu d'argent. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu travailles? Ouais, monsieur. Tu fais quoi? Je suis agent de sécurité. Où? À la... Agent de chambre. Donc tu vas la rester? Pourquoi? C'est le reste? Le monde de la cité, c'est un monde qui est rude, c'est un monde de la rue. Hein. C'est du langage et un rapport de force de cité. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas parce que t'as pas fait de prison que t'as jamais été interpellé, que t'as pas fait de conneries. C'est un peu comme une famille. Donc on joue le rôle du père et on joue le rôle des enfants. Des enfants terribles, mais bon, des enfants. Pendant la garde à vue, ils reconnaissent avoir vendu du cannabis. Ils risquent 10 ans de prison. Dans les quartiers nord de Marseille, le marché de la drogue est prospère. En moyenne, 40 personnes par mois sont arrêtées pour trafic. Pour la police, si ces quartiers n'ont pas flambé durant les émeutes de 2005, c'est parce que les dealers jouent le rôle d'amortisseurs. Le business de cité ne peut fonctionner que s'il y a une paix dans la cité, quoi. Les têtes de pont doivent faire en sorte ils font en sorte que bon, il n'y ait pas des incidents outre mesure avec la police, que les caillassages soient limités, qu'il n'y ait pas de rodéo dans la cité, qu'il n'y ait pas de vol de voitures dans la cité. Et quand on fait un bilan, on peut s'apercevoir que bon, le nombre de véhicules volés, bon, pour des raisons diverses, a diminué, mais également on trouve peu de véhicules volés dans les cités. Économie souterraine, précarité, désœuvrement. L'été est une période sensible pour ceux qui ne partent pas. À Marseille, il n'y a pas de banlieue. Les 150 cités sont dans la ville. Les quartiers riches se trouvent au sud. Au nord, ce sont les bars HLM où vivent 225 000 habitants. Les revenus y sont 3 fois plus faibles qu'au sud de la ville. Comment les adolescents passent-ils leur été dans ces quartiers? Qui sont ceux qui se battent pour les faire sortir de leur cité? Comment les jeunes livrés à eux-mêmes peuvent-ils déraper? À 8 km du Vieux-Port, quartier des Rosiers. Dans cette cité, la vie d'un jeune homme sans histoire a basculé, une victime du business de la drogue. Sébastien R., un garçon de 16 ans, a été poignardé par un dealer. Hafez, son père, et Zaya, sa mère, passent tous les jours devant la ruelle où leur fils a été tué. Voilà, c'est là où a eu lieu c'est là où le petit a été tué. Voilà, à ce niveau-là. C'est là où le petit a été poignardé mortellement, malheureusement, le 3 janvier 2005. Le meurtrier présumé a 36 ans, c'est un dealer connu du quartier. Cet après-midi-là, il s'est bagarré avec Sébastien qui l'aurait insulté. Il l'a poignardé en plein cœur avant de s'enfuir. Le petit, ne voyant personne l'aider, il s'était fait un point de compression à ce niveau-là. Il s'est rendu chez le médecin, qui est situé à peu près à 30 mètres. Il a pu se traîner jusqu'ici, quoi. Il a eu le courage
d'arriver jusqu'ici. Il est rentré chez le médecin. Il a dit, docteur, on m'a planté, vous voulez me faire un pansement. Et au moment où le petit, donc notre enfant, a enlevé sa main du coup mortel, quoi, il s'est écroulé et il a dit au médecin, est-ce que je vais mourir, docteur? Ça a été sa dernière parole et après il est tombé en 5 ans. Monsieur? Oui. Mais, monsieur, mais votre fils, pourquoi il a enlevé la main de sa poitrine? Ben, quand il est rentré chez le docteur, eh ben, Il voulait montrer la blessure. parce que tant qu'il avait la main sur la blessure, le sang il coulait pas. Et une fois qu'il a enlevé sa main, c'est là qu'il a eu une hémorragie dedans et dehors. C'est-à-dire le sang il était dedans et dehors. Et c'est là qu'il est mort étouffé. 100 personnes assistent à l'enterrement. Une marche silencieuse est organisée dans le quartier sous le choc. Un meurtre d'autant plus incompréhensible que le père connaissait l'assassin présumé. Il habitait l'immeuble en face du sien. Je l'ai fait sauter sur mes genoux. Comment on peut expliquer ça alors? Je vous dis, ça a été le choc pour tout le monde. Hein. Et nul ne pouvait prévoir ou envisager qu'un jour ça arriverait quoi, dans la cité. C'était un choc pour tout le monde. C'était un choc. Il a tué le petit pour rien. C'est ça qui nous met la rage, nous, dans le quartier. C'est une famille tranquille, ils sont là depuis longtemps. Et voilà, c'est malheureux de voir ça. On ne veut pas que ça se reproduise dans le quartier. Cela fait 2 ans qu'il contient sa colère. C'est vrai que j'avais envisagé, je ne le cache pas, de faire des représailles pendant 48 heures. Oui, pendant 48 heures, je voulais tout mettre à feu et à sang. Et puis, au bout de 2 jours, je ne sais pas, j'ai eu une... C'est pas de la folie, hein. J'ai eu comme une sorte de voix intérieure qui me disait non. Non, ne fais pas ça. Des innocents vont payer. Et j'avais dit à toute la population, ne faites rien. Mon fils est mort, bon. Pas de représailles, rien, s'il vous plaît, pour la mémoire du petit. Et là, à la veille du procès, donc ça fait 30 mois que vous l'attendez. Et 17 jours, pas fait. Vous comptez les jours? Ben, vous savez, quand vous avez perdu un enfant, je crois que les minutes, je veux dire, les heures, les mois, tout compte, quoi. En plus, ce procès nous permettra un petit peu, peut-être, pas d'oublier, mais comment dire, de mieux supporter la vie de tous les jours. Est-ce que ça sera le cas? Nul ne peut le savoir. Le lendemain, Hafez est en route pour la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Moi, depuis 4 heures du matin, je suis réveillé. En dormant, j'ai pensé au procès. En me réveillant, bon, idem. Et depuis ce matin, je fais que fumer, que fumer, que fumer. Hafez rejoint ses fils. Zaya, sa femme, est effondrée. L'ambiance est tendue. Tous deux attendent une peine exemplaire. Et c'est elle qui m'inquiète. J'ai peur qu'elle ait des malaises, qu'elle se retrouve à l'hôpital ou... Voilà. C'est normal, elle a été blessée dans sa chair, elle a été meurtrie. Une partie de la cité est venue soutenir la famille. Des voisins et des copains de Sébastien. Vous êtes venu pour la famille de Sébastien? Oui, oui. Est-ce que vous étiez un ami? Oui, oui, oui. On était à l'école ensemble et on travaillait ensemble. J'avais beaucoup de peine. Hein. Beaucoup de peine et voilà. Et beaucoup de haine aussi. Le grand frère de Sébastien a tenu à amener des roses blanches comme celles qu'il avait distribuées au cimetière et durant la marche silencieuse. C'est pour la mémoire de mon petit frère. On l'avait fait quand il est parti et c'est pour pas oublier. Voilà. Je dis même bonjour mon fils. Oui. Commence pas, reste digne. C'est la première fois depuis 2 ans que le père et la mère de la victime revoient l'assassin présumé de leur fils. Nous disons, je pense qu'aujourd'hui nous serons libérés, mais lui, je pense que son calvaire va commencer aujourd'hui. L'accusé Yassine n'est pas inconnu de la justice. À 35 ans, il a été interpellé 15 fois et a purgé une peine de 3 ans de prison pour trafic de cannabis et agression. Dans cette affaire, il plaide coupable.
Pour son avocat, il a le profil type du dealer des cités. Il y a ce contexte général des grandes cités où, lorsqu'il n'y a plus d'autorité sur un adolescent, celui-ci est livré à lui-même. Mais c'est vrai que mon client a un casier judiciaire typique de jeunes gens qui ne se sont pas structurés. C'est quelqu'un qui n'arrivait pas à supporter l'autorité. Messieurs, dames, la cour va arriver. Je vous prie de laisser la salle libre, s'il vous plaît. Pendant les 2 jours de procès, l'accusé reconnaît la bagarre et le coup de couteau mortel. On ne saura pas ce qui a motivé son geste. Les parents de Sébastien attendent une condamnation à perpétuité. Le président du tribunal annonce le verdict. 15 ans de prison pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Une crapule de merde. Il a donné 15 ans, ce bâtard. Il n'a pas tué comme mon petit. Il a tué ma femme aussi. Hein. Fils de pute, dit. Et bien maintenant, je vais être sans pitié, voilà, c'est tout. J'arrive dans le quartier, je vais être sans pitié. Voilà, j'en ai rien à branler maintenant. 15 ans pour un assassin de minot de 16 ans et demi. Mais sur la tombe de mon petit, il n'aura pas une seconde de paix en prison. Il n'aura jamais la paix en prison. Zaya, la mère, fait un malaise. Transportée à l'hôpital, elle y restera jusqu'au soir. De retour à la cité des Rosiers, Zaya, sous médicaments, s'écroule. Hafez, lui, tente d'apaiser sa soif de vengeance. Il n'a plus qu'une idée en tête. J'étais bien dans cette cité après 34 ans. Oui, je veux la quitter. Pas pour oublier, parce que nul ne... Bon, disons, nous ne pourrons jamais oublier. Mais disons, partir pour moins souffrir. Pour ne plus souffrir comme nous souffrons actuellement. Insécurité, HLM insalubre, chômage. Les quartiers nord de Marseille ont mauvaise réputation. Une femme, Nora Preciosi, a décidé de se battre pour changer la vie de ses habitants. Son arme, la politique. Cette circonscription, j'y suis née. Donc, comme je dis, qui mieux que moi peut aller à l'Assemblée nationale et parler des quartiers? Nora Preciosi est la figure montante de l'UMP dans la circonscription des quartiers nord, un fief de gauche. Aujourd'hui, elle vient à la rencontre des habitants de la cité de la Solidarité, là où la police a arrêté les 3 dealers. Bonjour, je suis Nora Preciosi, candidate UMP. On vous a reconnu de loin. Ah, d'accord. Bon, ben, je compte sur vous. Qu'il y a quelqu'un qui vient nous voir, parce qu'ici, on est des quartiers abandonnés. Les autres élus, on ne les a jamais vus à la Soli. Voilà. Pourquoi, votre avis? On ne les a jamais vus à la Soli. Ben, on n'est peut-être pas des gens assez bien pour eux, alors... Et le casque? Bonjour. Gauche et droite. Je vais m'occuper de vous. Je veux que tu ailles... On veut un stade, nous. Hein? Un centre aéré qui nous fait sortir juste ça. Eh ben, c'est pas normal. Tu vois, tu as raison de m'en parler. Les jeunes comme vous, entre 16 et 17 ans, il faut qu'on s'occupe de vous. Comme ça, vous ne restez pas dans la rue. Il n'y a rien à faire. Et en fait, on veut sortir et voilà. On crame dans le soleil, voilà. Il n'y a pas de centre, il n'y a pas de loisirs, rien. Ben, tu passeras me voir, hein? Allez. Moi, je dis la politique, c'est ça. Aller vers les gens, rentrer chez eux, leur parler. J'ai très envie que ça change ici. Nora rappelle ses origines algériennes pour convaincre toutes les communautés qui cohabitent dans les quartiers nord. Bonjour. Maghrébins, juifs, arméniens, comoriens. Voilà comment on se muscle dans les quartiers nord. Pas besoin de régime. Les escaliers, c'est comme si on faisait du stepper. Salam alaikum. La communauté comorienne, c'est une communauté que je respecte, comme les Sénégalais, comme les Maghrébins. Il faut qu'on vous mette en avant. On en a marre que vous soyez en arrière. Plus de 40 000 Comoriens vivent à Marseille, 10% de la population des Comores. Vous savez que la communauté comorienne, elle me soutient cette année. Inch'Allah que vous aussi. Hein? Merci, au revoir. Moi, ça me fait de la peine de voir des gens vivre dans des conditions pareilles. Si je pouvais faire quelque chose, c'est tout casser et faire des immeubles à 3 étages avec un petit jardin où les gens seront beaucoup plus heureux. Parce que là, c'est vraiment des cages à poules, regardez. C'est... Je sais pas comment on fait pour vivre ici. C'est catastrophique.
Nora ne vit plus dans la cité, mais dans les quartiers sud. Son histoire ressemble à un conte de fées. À 38 ans, elle a quitté son HLM pour une maison bourgeoise. Voilà ma maison. Voilà, ça fait 6 ans que je vis ici. Voilà, je suis bien. Quand je suis venue ici, franchement, je voulais repartir, c'était trop grand. Comme j'avais l'habitude des HLM, donc je suis arrivée là, je trouvais que c'était trop grand. Je dis, je ne pourrais pas vivre dans une grande maison. Et puis après, on s'habitue. Hein. Là, il y a un petit salon pour mon mari et moi. Ça, c'est ma salle de sport, où mon mari fait ses quelques abdos. Voilà, ça, c'est ma chambre. Elle a changé de vie grâce à son mariage avec Jackie Preciosi, avocat de renom. Le jour de mon mariage, en fait, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré parce qu'en fait, j'étais très heureuse, mais je me demandais si c'était vrai parce que mon mari, on n'est pas du même milieu social. Hein. Moi, je suis issue je viens des quartiers nord, j'ai des origines algériennes. Lui, c'est une famille corse où il n'y a que des intellos, donc j'ai dit, est-ce que c'est vrai? Elle a rencontré son mari avocat, elle était coiffeuse dans un salon juste en face du palais de justice. Jackie? Le mariage d'une fille des cités avec un grand avocat a troublé la bourgeoisie marseillaise. C'est vrai qu'on a occupé les soirées dans les chaumières. Hein, ah oui, ouais. c'est vrai. Tous les clichés ils sont passés. Hein, ouais. Pretty Woman, le mari de la coiffeuse, on a eu droit à tout. Hein. Moi, ça m'amusait. Hein. Moi, ça m'a fait rire. Hein. Mais c'est vrai que c'est un très, très beau parcours. C'est un rêve. Hein. Voilà, mais bon, peut-être que je suis née sous la bonne étoile. Aujourd'hui, Nora roule en 4x4 sans complexe. Il ne faut pas avoir honte d'avoir un RAV4. Hein. Pourquoi les gens de gauche, vous croyez quoi, qu'ils ont des trottinettes? Il faut arrêter. Hein. Et puis moi, c'est mon mari qui me l'a offerte. Quand on est bourgeoise, on est né dans le coton. Et moi, la différence, je suis née dans le béton. Même si aujourd'hui, ça va très bien pour moi, je ne me considère pas comme une bourgeoise. C'est à la cité Fond-Vert, au 2e étage, que Nora Preciosi a vécu pendant 38 ans. Même si elle n'y habite plus, elle vient plusieurs fois par semaine voir sa mère et sa sœur. C'est elle qui s'occupe des courses. Ça va, Ima? Allô? Ça va? Bah, elle soutient financièrement toute la famille. À la cuisine, c'est moi qui aide, oui. Ben oui, ben c'est normal. C'est normal. Moi, ça me fait plaisir. Et puis, c'est ma mère. Et puis, ce qui m'appartient lui appartient. Donc, il n'y a pas de problème. Bien que depuis 50 ans en France, sa mère ne parle pas le français. Ma mère, c'est une famille lettrée. Elle n'a pas été à l'école, mais le respect, l'éducation, elle a fait ça parfaitement. Hein. Elle a élevé 13 enfants. Moi, ma mère, c'est ma vie, c'est tout pour moi. Et elle le sait que je l'aime, cette femme. Même si Nora connaît les cités par cœur, tout ne se déroule pas toujours comme prévu. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Bon, vous me dites où il est Kader et tout le monde là? Parce qu'il faut qu'on parte tous ensemble, sinon c'est pas du travail. Hein. Là, on se disperse, c'est pas possible. Hein. Tout de suite, venez vite. De suite là. C'est pas préparé là. C'est n'importe quoi. Hein. Très mauvaise organisation. Où on va aller? Il faut pas aller où il y a les jeunes. Vous voulez pas parler aux jeunes? Écoute, s'ils ont fumé beaucoup de joints, c'est très mauvais. Parce que s'ils ont fumé, tout, ils vont me dire « Oh, qu'est-ce qu'il y a, Sarkozy Ils vont vous agresser? Ouais, surtout s'ils fument. S'ils fument pas, ils sont très gentils. Hein. Mais il suffit qu'il y ait un pétard, c'est terminé. Dans ce quartier, les jeunes ne croient plus aux promesses des politiques. Bonjour. Ben, dis-moi, viens dans mon groupe, tu vas voir les Comoriens comme je les ai arrangés. Je suis allée dans des appartements. Mais tout le monde dit ça, madame. Attends, ça, c'est que pendant les élections qui sont finies, mais j'habite Fond-Vert, tu connais ma famille Rémania. Tous les jours, je viens, je me bats pour vous. Tous les jeunes, je veux plus qu'ils restent. Moi, jamais personne ne s'est battu pour moi. Moi, je les vois, je travaille, je vais dans les collèges et tout. Oui. Ils n'acceptent pas qu'un chef de chantier noir. Il ne faut pas me parler comme ça me plaît pas. Pas moi, vous, qu'on parle. pas vous, mais... Ah, moi, la discrimination, il ne faut ni me parler des Noirs ni des Arabes. Moi, je me bats pour ça. Hein. Moi, j'entends parler ou des Noirs ou des Arabes, je fais un scandale. Hein. Ça, c'est de la discrimination. Écoute, ça fait des années, madame. Non, mais je sais, tu es déçu. Tu as mon numéro, là, de téléphone. Viens me voir. Moi, je ne suis pas comme les autres politiques. Tiens, touche, vas-y. On va voir. Tiens, même si tu veux pas Sarko, on pense quand même que c'est une fille des cités comme toi. Arrête. On va voir. Donne-moi la chance et tu verras. Salam alaikum. Salam, madame. La baisse.
S'il y a un quartier où les habitants ont de bonnes raisons de douter des politiques, c'est la cité des Lauriers, l'une des plus pauvres de Marseille. Dans cette gigantesque barre d'HLM où vivent 1200 personnes, la colère monte. Marie et Jean passent leur été dans la cité. Jean cherche du travail et Marie s'occupe d'enfants. Rentrer chez eux au 8e étage est un parcours du combattant. Sur les 15 cages d'escalier, 10 ascenseurs sont en panne. On habite au bâtiment 1, on est obligé de monter par les toits pour rentrer à la maison. Ça se passe tout le temps comme ça. Malheureusement. Tous les jours, c'est pareil. Pour ne pas avoir à monter à pied, ils préfèrent emprunter un des rares ascenseurs qui fonctionnent dans l'immeuble. Direction le 13e étage. Il faut ensuite monter quelques marches pour arriver sur le toit. Ils vont enfin pouvoir rejoindre leur bâtiment. C'est tous les jours comme ça, malheureusement. Ça fait plus de 8 mois que notre ascenseur est bloqué là. Et ça dure, on en a marre tous les jours. On monte par les toits avec les courses. Les femmes qui sont enceintes, on paye un loyer. Au moins qu'ils nous fassent le minimum, quoi. Et ce n'est pas fini. Vous n'êtes pas arrivés encore. Anna. Pour arriver chez eux, Marie et Jean doivent encore descendre 4 étages. Les choses lourdes, on peut pas tout porter, on doit faire les courses petit à petit. On laisse la moitié des choses dans le coffre, des fois, donc voilà. Le courrier, des fois, je le regarde pas pendant 3 jours, j'ai pas envie de films en bas, le courrier il reste 3 jours dans la boîte aux lettres, c'est comme ça. Hein. Pourquoi les trucs ils ne font pas urgence? C'est l'ascenseur qu'on demande, voilà. Et comment on va faire au mois de septembre quand les enfants ils vont rentrer à l'école? Comment on va faire? 4 étages plus haut, la situation est encore plus préoccupante. Un voisin de 70 ans est bloqué chez lui depuis des mois. Sa femme travaille, c'est lui qui s'occupe de leur fils de 7 ans. Il habite au 13e étage et ne peut sortir que très rarement. Et pourquoi vous ne pouvez pas monter les étages? Je suis essoufflé, et le cœur, même les docteurs ne montent pas. Hein. Ils m'interdisent de monter les escaliers. Et je suis diabétique. J'ai tout ce qu'il faut à part le sida. Maintenant, il n'y a pas d'école. Je suis coincé avec le petit. Quand il fait trop chaud, il n'ose pas passer sur la terrasse. Son fils est obligé de rester dans l'appartement. Quand il dessine sa maison, il y a toujours des bonhommes sur le toit. Et vous êtes coincé depuis combien de temps? Depuis le 14 janvier 2007. Depuis 6 mois, les 1200 habitants du quartier des Lauriers sont obligés de faire ces allers-retours périlleux sur le toit de leur immeuble. Les 15 ascenseurs ne fonctionnent jamais en même temps. Le toit sert même de terrain de jeu aux enfants qui se penchent parfois dangereusement sur le parapet. J'ai peur, moi, je veux pas. Moi aussi, j'ai peur. Moi, j'ai peur, moi. Ça a beaucoup de vent, tu peux tomber. Ouais, mais tu vas beaucoup de vent, après tu vas tomber, tu meurs. 40 mètres plus bas, au pied des immeubles, les habitants craignent les objets lancés depuis les terrasses. On a la crainte de passer devant le bâtiment. Hein. À ce point? Mais carrément, l'autre fois, hein, quand tu te mets le pic de fer, carrément rentrer dans la voiture. Il y aurait eu un enfant derrière, ben, il serait mort. Et qui a reçu ça? Eh ben, une femme dans sa voiture. Un pic de fer qui est rentré, qui a cassé la vitre, qui a traversé le fauteuil quand même. Hein. C'est pas rien. La cité HLM est gérée par Habitat Marseille-Provence, qui souligne le comportement des locataires. Si vous voulez, quand vous avez des pannes, vous avez de toute façon des formes de vandalisme parce que la panne exaspère les gens, donc on tire sur la porte, etc. Et puis il y a le vandalisme classique, donc vous avez toute cette combinaison de raisons. Ça marche pas non plus. Hein. Ça, c'est l'ascenseur? Oui, c'est censé être un ascenseur qu'on paye mais qui ne marche jamais. Ça, il doit dater de combien? Je pense qu'elle est plus vieille que moi quand même. Promesse de l'office HLM, tout réparer avant l'été. On a eu une année de retard, une bonne année de retard, parce qu'on n'avait pas d'entreprise qui voulait travailler là. Après des mois d'appels d'offres infructueux,
Une entreprise allemande a accepté de travailler dans la cité. Un ascenseur a une chance d'être remplacé. Le maire d'arrondissement, Garo Ovsepian, vient cet après-midi rencontrer les habitants des Lauriers. Il veut surveiller l'avancement des travaux. Il sait que les habitants sont à bout. Bonjour, monsieur le maire. On a ras-le-bol, on est fatigué de subir. C'est pas parce qu'on vit dans le 13e arrondissement ou bien parce qu'on est des gens qui sont défavorisés qu'on a droit à subir tous les problèmes du monde, quoi. On nous promet la lune, mais on est toujours sur Terre. Alors ces ascenseurs sont en panne depuis décembre 2006. On m'a dit qu'une personne d'un certain âge qui vivait dans le bâtiment H, on m'avait dit, qui est décédé, et on a retrouvé son corps 15 jours après. Parce que le docteur ne pouvait plus monter, le monsieur ne pouvait plus descendre, et c'est quelqu'un qui prenait de l'insuline, et c'est quand même très aberrant. Le maire tente d'obtenir la date de la fin des travaux auprès d'un mécanicien polonais ne parlant pas français. Fini. Non, on n'arrive pas à communiquer. Eh bien, ils viennent dimanche à Saint-Sauveur. Non. Eh bien, je dis que French? Non. Je suis en train de lui demander à quelle période les travaux seront terminés. Ben, je n'arrive pas à avoir la réponse. Mais alors pour vous, c'est embêtant, non? Vous n'avez pas d'informations vraiment précises, du coup? Là, directement, non, mais je reviendrai sur place pour voir des personnes aussi qui travaillent avec, peut-être qui peuvent traduire. Et comment on va faire? Parce que là, il y a le langage de sourds qu'on est en train d'utiliser, là. Le monsieur ne comprend pas ce qu'on lui dit, nous, on ne comprend pas ce qu'il nous dit, alors... Pour nous, la main-d'œuvre étrangère, c'est parfait. Parce que quand quelqu'un ne parle pas français, il n'y a pas d'embrouille dans les quartiers. Donc c'est parfait, ils font leur boulot, point barre. L'organisme HLM craint les menaces. L'entreprise qui s'occupe de la rénovation des façades a été victime d'une agression. Un cocktail Molotov a été jeté sur leur camionnette. C'est clair, oui, c'est ça. Hein. 2 ouvriers ont failli être brûlés. La voiture avec les ouvriers était attendue et on leur a balancé un cocktail Molotov. Moi, j'appelle ça un acte de guerre. L'affaire est aujourd'hui devant la justice. L'attentat a traumatisé les ouvriers. Donc quand ils ont jeté le cocktail Molotov, alors, on avait le Karcher. On a éteint le feu de suite, sinon ça aurait pu empirer. Parce qu'en fait, le camion, il était collé. Et heureusement qu'il y avait le Karcher. Les ouvriers craignent tous les jours pour leur sécurité. On s'est fait jeter des poids. Le dernier, on s'est fait couper des câbles, là, juste hier soir encore. Pas qu'on ait peur ou quoi, mais les représailles peuvent être très dangereux. Il faudra 18 mois au moins pour remettre en état les ascenseurs. Tous les quartiers n'acceptent pas la fatalité du délabrement comme à la cité de la Gavotte-Perret. Djeloul, un éducateur, avec l'aide de l'office HLM, a mis en place une initiative singulière. Allez, avancez. Attends, Bilal. Viens ici. Ce matin à 8 h, il a convoqué des adolescents de la cité. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va rentrer dans le centre. On va signer ensemble le contrat de travail. Parce qu'on ne va pas vous faire de cadeaux. Hein. D'accord? Allez, c'est parti. Ces 11 jeunes ont accepté un contrat particulier, nettoyer leur cité pendant 10 jours. En échange, le centre social et l'office HLM leur offrent des vacances dans les Alpes. Donc, convention d'engagement. Le plus important, c'est déjà avant tout, il faut se lever, il faut venir ici à l'heure. Le contrat, vous le signez maintenant. Je le récupère parce que si je vous le laisse maintenant, il va être pourri à la fin de la journée. Attention les voitures avec la peinture, Leur mission ce matin, peinture et nettoyage des cages d'escalier que certains d'entre eux ont dégradées. Allez vite, allez. La peinture, je vous le répète pas, faites attention à comment vous marchez avec. Qu'est-ce que j'appelle les tags, c'est ça. Chacun il appelle comme il veut, moi j'appelle ça n'importe quoi. D'accord? D'accord. Si Sultan il a peint ici, donc c'est Sultan qui va attaquer ici. Tiens, tu vas te faire un plaisir de faire celle-là de porte, toi. Parce que c'est toi qui as fait cette porte, c'est toi qui vas attaquer cette porte. Donc celle-là, vous la laissez à Sultan, c'est à lui, hein. D'accord? Après, tu fais ta dédicace, mais en blanc. Sultan, 17 ans, est le principal auteur des graffitis. Ça, c'est quand j'étais jeune. Soyaka, Kayaso, Yasuka. Quand on n'a rien à faire, on passe par là.
On tape chez les gens, on crie en descendant. Et on tape chez les gens. C'est drôle ça? Ouais, des fois c'est drôle quand ça crie, tout ça. Après les gens, des fois les messieurs nous insultent. Ah, ça nous plaît. S'il veut partir en vacances, il doit recouvrir ses propres tags. Je suis un peu déçu, hein, quand même. Hein. Pourquoi? De passer une couche de peinture à la beauté de mon art. Mais alors pourquoi tu acceptes de les recouvrir? Ah, j'accepte parce que c'est vrai, ça fait un peu ça. Il y aura des nouveaux. C'est pour ça que ça me permettra de refaire des autres encore mieux. Peut-être, hein, si je me remets. Quand un habitant de l'immeuble s'intéresse à leurs travaux particuliers, Soltan joue les innocents. Ça bosse un peu. Ouais. Ça avance, hein. On a les cochonneries qu'ils ont marquées. Les petits gens et les petits cons. Je le fais pas dire. Qu'est-ce que tu veux? Comme ça, hein. Ça vous permettra aussi de partir un petit peu. Hein. Voilà, de bouger cette idée, de changer d'air. Hein. Et puis nous, ça nous fera plus propreté en plus. Il est quelle heure? Non, en fait, je suis fatigué. Ces jeunes n'ont pas les moyens de partir en vacances. On aurait un peu plus. Ah, franchement, c'est bien ce qu'on fait parce que si on ne le ferait pas, on serait en train de traîner ou de... Je sais qu'il y en a un d'entre nous qui m'a dit, avant qu'on qu'il y a ce projet, il m'a dit qu'il voulait qu'on y va charbonner. Charbonner, c'est aller vendre du shit, des trucs illicites. Ou de guetter, par exemple, quand il y a la police, on fait le guet, ah la police, comme ça remballe. Eh ben, il y en a un qui était tenté de faire ça. Sans ces travaux, Soltan et sa bande reconnaissent qu'ils auraient pu mal tourner. 10 jours plus tard, le groupe est au rendez-vous. Ils ont respecté leur contrat et gagné leurs vacances dans les Alpes. Pour le départ, rares sont les mères qui ont accompagné leur fils. Vous êtes inquiet? Énormément. C'est la première fois que je le laisse partir seul, en fait. Alors, lui, il se sent prêt, mais bon, moi, j'ai pas dormi de la nuit. C'est mon oasis, hein. J'ai que lui et Dieu, hein. Soltan a préféré que ses parents ne l'accompagnent pas. Direction les Hautes-Alpes. On va quitter notre cité. Et merde, à la fin. Sa mère, elle a quitté, là. Elle voulait même pas le lâcher, là. Elle était devant mon fils Bilal, hein. J'en manquais, hein. Vous croyez pas les parents de tout le monde, il n'y avait que sa maman. Et regardez la tête qu'il a. C'est la tête d'un blanc depuis sa maman. Et ouais. Et sa maman, elle était là, sa maman, lui, à ce noir. Elle était pas là. Ah, celui-là, là-bas, elle était pas là. Ah, maman, elle était pas là. Ouais, les motards, les motards. Ouais, les motards. Le groupe passe 10 jours dans ce centre de vacances. Si vous vous éclatez, nous on s'éclate. Si vous vous éclatez pas, on s'éclate pas. Et juste un petit point que je vais soulever, et je vais être très sévère sur ça. S'il y a un vol, arrêtez. Il n'y a même pas à comprendre là, vous rentrez. Vous êtes arrivé en groupe. Il y en a un qui fait une connerie. Ben, c'est tout le monde qui rentre. C'est déjà arrivé? Non, non. Pas avec ces jeunes-là. Avec ces jeunes-là, ça ne s'est pas arrivé. Mais Ça ne s'est pas arrivé. ça va, ça va. On va aller dans la rivière, faire du rafting. On va se régaler. On va se régaler. On va aller prendre des combinaisons, là. Le rose, ça te va bien. C'est la seule occasion pour ces jeunes de partir en vacances et quitter leur quartier. Bilal est heureux de changer enfin de décor. J'attendais ça fait longtemps, de venir ici. Je préfère venir qu'ici que de rester à la gavotte, à tenir les murs. Mais c'est quoi tenir les murs? Je sais pas, quand on fout rien, on se met dehors, on s'appuie contre un mur toute la journée. Il n'y a rien à faire? Rien à faire, rien. Il y a un stade et c'est tout. Quartier, il y a des bagarres tous les jours. Si on est là, on reste assis là, tranquille. Personne ne nous dérange, pas de bagarre. Au calme, quoi. À demain.
Allez, ciao. À la prochaine. Cité des Oliviers, l'une des plus sensibles. C'est de ce quartier que sont sortis un groupe de jeunes gens, tous mineurs, pour incendier sans raison un bus, brûlant grièvement une étudiante. C'est dans cette même cité qu'Hichem a grandi. Je suis arrivé, j'avais 6 mois. Tu la connais par cœur, là? Encore plus que ma maison, même, je dirais. Je me souviens, avec les petits collègues, on faisait 400 coups ici, on s'amusait à faire des luttes, des chasses à l'homme. Ouais, gros. Beaucoup de ses copains d'école ont mal tourné. Hichem, lui, a choisi un métier inattendu pour un jeune des quartiers nord. Bon, c'est un peu le brouhaha. Après le bac, il a réussi le concours de la police. Il est adjoint à la sécurité. Le ceinturon autour de la taille avec les menottes, les tuiles, les gants, la matraque. Voilà, ça c'est l'étui pour le chargeur. Il y a le treillis, il y a la veste police. Ça, c'est pendant l'année. Voilà, ça c'est l'hiver, commissariat. Bon, après il y a le gilet pare-balles, tout ce qui va avec, quoi. Ça fait partie de la panoplie du policier. Il vit encore chez ses parents. Sa mère est femme de ménage, son père travaille sur le port. Malgré des revenus modestes, ils ont tout fait pour que leur fils s'en sorte. Ah, mes photos. C'est le regard qui tue. À la seconde, ils se sont vus qu'il avait son fils en uniforme. Il a juste enlevé la casquette. Ils n'ont pas dit un mot, ni l'un ni l'autre. Il y avait les larmes qui coulaient, puis tout, ça voulait tout dire. Ça voulait tout dire. Avec sa casquette et tout, il fait l'autorité. C'est vraiment l'autorité. Voilà. Ça, c'est une réussite pour vous. Oui, c'est une réussite. C'est ma plus grande réussite. Hichem ne veut pas s'arrêter là. Il veut intégrer le GIPN. Je suis content, petit, ça a été un rêve. Hein. Là, je commence à réaliser mon rêve. Bah, c'est bien, voilà, ça prouve qu'il n'y a pas que des méchants dans les quartiers nord. Moi, personnellement, ça a été une phobie. J'avais peur qu'il finisse voyou, qu'il aille en prison, qu'il touche à la drogue, bien sûr, comme toutes les mères, hein, ma foi, qu'il finisse voleur. À une époque, il avait envie d'argent, il avait de choses faciles. Je lui ai dit, fais comme tu veux, mais je te garantis que si tu rentres en prison, je te renie. Moi, ma figure, tu la verras pas. Voilà. Ça a été radical. La recette, c'est quoi? Laisse pas traîner ton fils, sinon il glisse. C'est la vérité. Autrement, il risque de glisser. S'il n'y a pas de surveillance, s'il n'y a pas d'encadrement chez les enfants, si les parents ne sont pas là, ne les soutiennent pas pour l'école, sont livrés à eux-mêmes, que voulez-vous qu'ils deviennent? Dans sa cité, il n'a pas que des amis. Son nouveau métier déplaît. Il y a les grands de mon âge qui l'ont bien pris, qui m'ont dit félicitations. Il y en a même qui veulent rentrer dans la police. Et bon, tu as les jeunes des minots de 14-15 ans, quoi, qui va faire les intéressants. Pour eux, c'est mal, quoi. Ils ont du mal à comprendre. Parce que pour eux, la seule volonté qu'il y a pour eux, c'est faire leur business. Et voilà, personne ne les branche, ils branchent personne, qu'on les laisse faire ce qu'ils ont à faire. Mais bon, malheureusement, ça se passe pas comme ça. C'est après qu'on fait bien notre boulot, la preuve, ce qu'ils nous craignent. L'été, Hichem est affecté à la plage de Corbière, la plus proche des cités. Le centre de loisirs jeunesse est géré par la police. Les policiers se transforment l'espace d'un été en éducateurs. Initiative unique en France pour changer l'image de la police. En tout, pour tout, on entend avec un total de 224 jeunes. Ça fait pas mal, hein? Ils arrivent d'où? Ben, des cités, quoi, des quartiers, des centres sociaux de la Rose, Jean Jaurès, Frévalon, la Bussurine, des quartiers nord. Hein. Les enfants des centres sociaux des quartiers débarquent en masse sur la plage avec leurs animateurs et leurs familles. La plage de Corbière est devenue une annexe des cités. Hichem est en pays de connaissances. Ça va les enfants? Tu vas bien? Il embarque avec lui un groupe d'adolescents pour une balade en bateau. Amorcer le dialogue avec les jeunes n'est pas si simple. Une petite question, le fait d'avoir des policiers comme ça, en short, claquettes, lunettes de soleil, ça ne fait pas bizarre? Un peu? Pas trop bavard, hein, garçon. Je mords pas, hein. On est là pour rigoler, on passe un bon moment ensemble. Hein. Quand il demande aux jeunes ce qu'ils pensent de la police dans les quartiers,
la réponse est plus directe. Moi, personne ne les aime, ils les aiment pas trop, quoi. À peine on sort ou quoi de chez nous, on se fait contrôler direct. Pour aucune raison, on n'a rien fait en marche, tranquille, on se fait contrôler et tout. Il y en a, c'est comme ça. Je dirais qu'ils font exprès que pour nous emmerder. Comme je t'ai dit, il y a toujours une raison valable. Ça, je crois pas, hein. C'est pas, oh tiens, lui je veux l'emmerder. Non, c'est pas comme ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Inverser rôle. C'est un soir qui se fait agresser par le mec. Tu serais pas content qu'on soit là? Ah ouais. Donc voilà, faut pas toujours dire qu'on est là, que ça nous fait plaisir de faire ça. L'éducateur qui encadre les jeunes n'est pas tout à fait d'accord avec Hichem. Il sait que dans les quartiers, les rapports entre les jeunes et la police sont tendus. Certains policiers ont même dérapé. Je ne vous ai pas amené la canaille des quartiers, là. Il faudrait peut-être que vous, les policiers, vous veniez à la rencontre des jeunes qui vous détestent. Mais en même temps, menez aussi les policiers qui détestent les jeunes, parce qu'il y en a. Il y en a même, si vous dites que tous les policiers sont exemplaires, non, je ne suis pas d'accord. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est rencontrer les flics qui ne veulent pas faire ce choix de se rapprocher des jeunes des quartiers. Ça vaudrait le coup. Si la partie n'est donc pas gagnée pour redorer l'image des policiers dans les quartiers, leur présence joue au moins un rôle dissuasif sur cette plage. Il y a 7 ans, Corbière était à l'abandon, réputé infréquentable. Pas d'hygiène, pas de sanitaire et une ambiance électrique. En un rien de temps, tout pouvait dégénérer. Marc Labouze, chargé de la sécurité du littoral, s'est battu pour transformer la plage. La règle, c'est la police qui l'a ici. Donc elle fixe les règles, tout le monde les respecte et ceux qui ne fixent pas les règles ne sont pas les bienvenus. Je peux vous assurer qu'en 8 ans de plage sur Corbière, je n'ai jamais eu une bagarre. Ouais, les gars, faites n'importe quoi, attends. Bah les gars, plongez plus, il y a les bateaux, il y a des hélices, d'accord? Faites attention, ça coupe, hein. C'est la plus belle plage de Quartier Nord. Et même d'ailleurs, de Quartier Sud, ils viennent ici à Quartier Nord. Moi, j'aime surtout la propreté de l'eau. Puis on a une vue magnifique d'ici. Hein. Et puis, bon, le milieu est sympathique. Ça fait 4 ans qu'on vient là et franchement, on n'a pas de problème. Un peu moins. Par rapport à d'autres plages? Ah oui, Eh on ben va là, dans les plages bourgeoises et tout ça, on se fait massacrer, on se fait voler et tout. Corbière, c'est familial. C'est très familial, oui. On a rencontré des personnes qui ne partent pas en vacances, ils passent une journée ici, donc cette soupape elle est primordiale pour la ville. Donnez cette soupape à Lyon ou Paris et vous verrez, il y aura certainement des résultats. L'été à Marseille, la politique est à la tolérance zéro. La police a mis en place les brigades VTT qui patrouillent sur les 52 km de littoral pour traquer agressions, vols ou incivilités. Allez, les vêtements. Bon alors ces papiers de scooter, jeune homme, ils sont où? Même les plongeurs qui sautent de la corniche à quelques mètres des policiers. 17 mètres de hauteur pour 1,50 m de profondeur. L'année dernière, un enfant est mort. Et le panneau, vous l'avez pas vu, interdit de plonger? Pourtant, il est gros, hein. Juste le poteau. Ah, mais quoi? Le jeune n'a pas de papier sur lui. Le policier appelle son père. C'est la police nationale à l'appareil. La police nationale, oui. Est-ce que vous avez un jeune homme là que vous connaissez qui s'appelle... Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est à la police? Bon, en fait, je vous explique, on est à la plage, là, votre fils, il plonge de la digue alors que c'est interdit. Vous saviez qu'il était à la plage là, monsieur? Non, je ne savais pas. Et vous pensiez qu'il est où? Ah, je croyais qu'il était à la maison. Ah, vous pensez qu'il était à la maison? Ouais. Ah ben non, je vous rassure, il n'est pas du tout à la maison, hein. Il est tout seul avec son frère à la plage. Hein? Pour un enfant de 13 ans, c'est pas trop normal, monsieur. Hein, vous lui faites la morale en rentrant à la maison? D'accord. D'accord, merci monsieur, bonne journée, au revoir. Une amende de 68 € à payer dans le mois. Hein? Hein? Allez, bonne journée. Et pendant ce temps-là... Voilà, 2, 3... Voilà, là vous voyez qu'il y en a encore un qui remonte. Hein. Je veux dire, on vient de leur dire qu'il ne fallait pas plonger, ils étaient planqués en bas, vous voyez. Hop, et dès qu'ils nous voient, ben voilà, ils font demi-tour, ils n'ont rien fait. Ils jouent avec leur vie, ils jouent avec nous, et ça leur fait passer le temps. C'est ça la journée de plage pour certains Marseillais, malheureusement. À l'écart des plages, où se mélangent les nombreuses communautés de Marseille, il existe dans les quartiers nord un archipel oublié, un trou noir dans la géographie de la ville. Au pied de la cité Renaude, une communauté gitane vit en vase clos dans une misère totale. Un camp enclavé aux allures de bidonville.
Pastora est la matriarche de la communauté. Elle habite ici depuis 40 ans. Ses 12 enfants y sont nés. Ça s'appelle la Renaud, Côte des Gitans, un bidonville de Gitans. Regardez la merde qu'il y a là, regarde toute cette pourriture là que personne ne vient nettoyer. Les rats ils nous mangent, les garages ils ont laissé tomber, regardez comme ils sont tous les garages. Là, il y a trop de rats. Trop de rats, bien sûr qu'il y a trop de rats. Vous les voyez? Oh, si on les voit, on les tue avec les petits pistolets, les jeunes ils tuent des rats. Ils sont comme ça. Des rats qui font 2 kilos. Ce voisin vit ici depuis des années. Il traque les rats. Ils viennent par là, les rats? Ah ouais, regardez les trous qu'on a bouchés. Là. Regardez là, regardez. Voilà les morceaux qu'il y a. Et ils rentrent dans les maisons? Ah ouais, il est rentré toujours dans la maison. On était obligé d'enlever tout de suite. Hein. Ah oui, il a été mordu un petit. Oh ouais, il était mordu. Il a été mordu dans les couilles et le petit n'est plus un homme, c'est fini. Ah ouais, c'était plein de rats, plein partout là. Et il n'y a personne qui vient ranger rien. Alors qu'on paye un loyer très fort. Vous payez combien, monsieur? Ah ben ici payant presque 400 €. Il y en a qui payent 300 €. Il n'y a pas d'entretien. Et on est là, tous mal vus, dans la misère, dans la merde, il n'y a personne qui vient nous voir. Les docteurs, ils ont peur de venir, les infirmiers, ils ont peur de venir. Ils ont peur, ils disent qu'on les est sauvages. La majorité des gitans du camp sont au RMI ou vendent de la ferraille. 2 grandes familles contrôlent chaque côté de la rue, dans un climat tendu et générateur d'incidents. On a la haine entre un et l'autre. Chaque fois, on sort des fusils, les pistolets, on sort tout. Et hier, il a fallu se tuer un sur l'autre avec des fusils. Eh bien, ici, il y a 2 clans. Les jeunes, ils fument de la drogue et tout ça, c'est fini, ils sont partis. Il y a encore un an, Pastora habitait dans cette maison avec sa famille. L'office HLM l'a expulsé et a muré sa maison. Alors de mémoire, si vous voulez, donc on a eu 4 squats avec elle depuis 87. On n'a jamais eu de paiement de loyer. Et puis à un moment, il faut quand même savoir que l'État, quand il en a assez de payer, à la place des gens, il finit par expulser. Moi, je veux bien qu'on crie à la justice. Moi, ce que je constate, c'est que depuis un an, personne n'a souhaité les récupérer. Parce que c'est des familles, vous les mettez dans un immeuble, vous videz l'immeuble. Hein. C'est-à-dire que les gens veulent... Tout le monde s'en va. Hein. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, le mode de vie n'est pas conforme à la vie en collectivité. Depuis un an, elle a installé une caravane devant son ancienne maison. Là, on est à 4. À 4 ans. Deux petits-enfants et moi et mon mari. On est à 4 dedans. Les enfants, ils dorment là et nous, on dort là. Le frigidaire, il ne marche pas. Il ne marche pas? Non, parce qu'il n'est pas bon, il ne marche pas. Elle n'a ni chauffage, ni eau courante. Place au système D, elle s'est branchée sur le réseau de la ville. Ça, c'est notre robinet d'eau. C'est notre robinet d'eau pour boire, pour laver et pour tout. Et les enfants, ils boivent là de cette eau qui n'est pas bonne, elle n'est pas potable. Elle n'est pas potable? Non. Ils nous ont dit qu'il ne faut pas boire, mais nous, on boit quand même. Et voilà, pour se laver, on se met derrière ce petit mur. Voilà, on fait comme ça avec ce caoutchouc, je vais vous faire voir. Pour se laver, parce qu'on n'a pas de douche. Voilà, regardez, on se met là dans le coin. Et puis on se lave avec le savon et ça, on se cache pour se laver. Comme les femmes, comme les hommes. On se cache pour se laver, là, vous voyez, là on se cache pour se laver. Et pour aller aux toilettes, on va à la nature. Parce qu'il n'y a pas... On est très mal parce qu'il y a des fois des hommes qui rentrent et les hommes avec les femmes, on se voit en train de faire le nécessaire. Et c'est pas beau. Pastora et son mari n'en peuvent plus de vivre ici. Hospitalisés à plusieurs reprises, leur santé décline. La préfecture leur a promis de les reloger au plus vite. Ils attendent une solution dans les prochaines semaines. Ce soir, Pastora marie sa petite fille, Dolores. Elle est venue discrètement la chercher. La mariée se prête à une cérémonie traditionnelle chez les Gitans. Pastora charge Joseph, son fils,
d'enlever la mariée pour 1 heure. Et tu vas faire quoi? On revient, Jackie. Ah ben, je vais faire le mouchoir. Le quoi? Le mouchoir. C'est quoi le mouchoir? C'est... Je sais pas Pour comment voir si elle est dit. vierge ou pas. Si elle n'est pas, ben, lui il s'en va ailleurs et elle reste avec sa mère. Il vaut mieux que tu sois vierge. Hein? Ay, qué guantazo, mira, Mbappé. Mira cómo va yo. C'est plus mieux que t'es vierge. Le rituel se déroule dans la famille et le quartier de son futur mari. Seules les femmes de la famille assistent à la cérémonie. Dans la maison, c'est l'effervescence. Toutes les femmes ici ont déjà vécu ce moment. Bon, Dominique, je vais t'expliquer. Ça, nous, moi, je suis la grand-mère. Bon, je l'ai fait à beaucoup de filles. Nous, on va voir s'il est vierge. On va sortir 3 fleurs. Si c'est bon, il la garde ses parents. Si c'est pas bon, on la jette dehors comme un chien. C'est évidemment une façon de parler. La cérémonie est d'ailleurs théâtrale. Pastora, gardienne de la tradition, dirige les opérations. La scène peut choquer. Il s'agit d'une coutume gitane ancestrale. No, no te tocó, no tires de adentro. Estrella, ponte bien. Ponte bien. Ya está, ya está. Eres muy joven, pero tu madre se tiene que entender hasta la gitana. Soulagée parce que c'est que ma fille est vierge. Putain, t'es mort. L'honneur de la famille est sauf. Il n'y a pas plus heureux que moi aujourd'hui. C'est vrai? Ouais, ouais. Allez, pasica. Ça c'est sûr. Dans 1 an, grand-père. Mais le petit, je le enlève, hein, c'est bon qu'il le garde. Parce qu'ils sont jeunes, ils ne vont pas savoir ce qu'ils vont faire. C'est vrai? Tu préférais l'éduquer? Ah oui. Dolores sèche ses larmes, plutôt émue. On le serait à moins. Ce soir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas passer la casserole? Non. Moi, j'étais plus jeune. J'avais 14 ans et demi. Et alors, ça faisait mal aussi? Ah oui, pareil. C'est dur quand même. Hein. Ah ouais, c'est obligé, c'est gitan, c'est comme ça. C'est obligatoire. Le mariage peut commencer. Dolores rejoint enfin son mari Antoine. Ils ne sont pas mariés ni à la mairie ni à l'église. Mais pour Pastora et sa famille, cela ne compte pas. Ce qui importe, c'est de maintenir la tradition. C'est une qui soit quand même vierge, comme il est sorti du corps de sa mère, il n'a pas fait des bêtises. Ça fait plus de 200 ans que ça marche, ça. C'est pas d'aujourd'hui, va. C'est une tradition qu'on a, on va de mère en fille, et puis ça s'arrête jamais. Et l'homme, lui, il faut qu'il soit vierge aussi ou pas? Non, l'homme, non. L'homme est dépendant. Ce soir, mon cousin, un peu tchouk-tchouka. Voilà, tchouk-tchouka. Si une certaine paix sociale règne à Marseille, c'est parce que c'est une des rares villes en France où les 26 communautés cohabitent. Ils sont Marseillais avant tout. Sur le terrain de foot du quartier Saint-Louis, un tournoi réunit des habitants de toutes origines, maghrébins, juifs, comoriens, arméniens. Organisateur, Kader Tigilt, un éducateur de quartier. Me plaît ton maillot. Pas parce que c'est l'Argentine, c'est les couleurs de Marseille. C'est pour ça, c'est tout. Hein. Organiser ce tournoi de foot au cœur des quartiers nord, ça avait pour nous toute sa symbolique. Parce que trop souvent, on nous montre du doigt pour les actes négatifs. Kader a invité 250 enfants de tous les quartiers de Marseille. Force, fier d'être Marseillais, allez l'OM. Maccabi, c'est l'équipe de la communauté juive invitée d'honneur. Pour faire accepter leur présence, Kader a dû vaincre les résistances. Le conflit israélo-palestinien est dans toutes les têtes. Beaucoup n'étaient pas d'accord. On a eu de longues discussions dans les bars, dans les rues.
Pourquoi? Parce que les gens disent, ouais, tu as invité de la communauté juive, ça veut dire que tu cautionnes ce qui se passe là-bas. Mais je dis, mais ce qui se passe là-bas, c'est pas mon problème, moi. Mon problème, c'est que je veux pas que ça se passe ici. Je veux que mes gamins puissent grandir en paix ici. Comme l'autre, il veut manger du cochon, il a demandé si c'était halal. Oui, on a égorgé le cochon, tu peux manger alors. Il y a 28 équipes différentes, une par cité. Josué, viens ici. Tu le vois qui part tout seul. Pourquoi tu mets le pied? Tout ce que ça risquait, c'est de lui faire mal, là. Regarde-moi quand je te parle, au moins. Pour le déjeuner, Kader a pensé à tout le monde. Cachère. Et de l'autre côté, la paella halal. En fait, toutes les communautés, on a. Musulmans, juifs et tout, on est obligé de respecter. C'est malheureux si les gamins viennent jouer, que c'est pas une paella halal, qu'ils ne mangent pas. C'est un peu dommage pour eux, quoi. Alors, on s'est respecté un peu pour tout le monde. Voilà. Et on a des assiettes. Vrai cachère. Allez, on l'applaudit, là, les premiers. Et Kader a prévu des récompenses pour chaque équipe. Vous avez fait honneur au tournoi. Vous avez fait honneur à vos quartiers. Vous avez fait honneur à Marseille. On peut être juif, musulman, chrétien, protestant. On peut être athée. Ça veut dire qu'on peut ne pas croire en Dieu. Mais tout ça, ça ne doit pas nous diviser. Et aujourd'hui, vous, les enfants, vous avez fait la démonstration de tout ça. Ensemble, citoyens. Ce drapeau-là, il n'est pas à Le Pen. Hein. Il n'est pas à Le Pen, il est au peuple. Et vous êtes le peuple, il est à vous. Alors on se le réapproprie. Ça et la Marseillaise, c'est à nous.